Imaginez, vous êtes dans un moment de vulnérabilité, célébrant peut-être une victoire, traversant peut-être une période difficile. Un ami s'approche, vous conseille, vous tend la main, comme s'il était là pour vous. Son regard est empreint d'empathie, son ton est calme, et tout en vous veut croire à un lien profond. Le problème, c'est que, tandis que vous vous confiez, que vous partagez votre histoire en coulisses, que vous apparaissez humain, il vous observe, calculateur. Il observe où il peut entrer, où il peut s'infiltrer, où il peut utiliser votre confiance à son avantage. Avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça? Le plus pervers dans la trahison, ce n'est pas la douleur, ce n'est pas le choc. C'est de réaliser qu'on a fait confiance à quelqu'un qui ne faisait que jouer un rôle. Et ce qui vous détruit le plus, ce n'est pas ce que l'autre a fait, c'est ce que vous n'avez pas vu. C'est ici qu'intervient Machiavel, personnage inconfortable mais libérateur. Il ne vous demande pas de devenir froid, distant ou cruel. Il n'exige pas que vous vous méfiez de tout le monde, que vous portiez une arme ou que vous vous isoliez. Mais il insiste sur un point que beaucoup ne sont pas prêts à entendre. Le monde ne fonctionne pas sur la base de bonnes intentions. Et plus tôt vous cesserez de regarder les autres avec l'innocence de quelqu'un qui projette sur eux sa propre honnêteté, moins vous souffrirez de déceptions évitables. Machiavel n'était pas cynique. C'était un clinicien. Il observait la nature humaine comme un chirurgien, sans illusion, sans émotion, sans moralisation. Il comprenait ce que beaucoup refusent encore d'admettre. La plupart des gens privilégient la commodité à la vérité, l'apparence à l'essence, l'efficacité à la justice. Et lorsqu'on commence à voir cela clairement, quelque chose change. On ne devient pas insensible. On acquiert une lucidité stratégique. Et voilà le hic. La trahison n'arrive jamais soudainement. Elle se construit en coulisses. Elle prend forme dans des silences, de petits écarts, des commentaires vagues, des regards qui s'attardent une seconde de trop. Mais la plupart des gens, obsédés par une vision romantique des relations, refusent d'en voir les signes. Ils préfèrent se dire « il ne me ferait jamais ça », plutôt que d'accepter que quiconque soit potentiellement dangereux, pourvu que les conditions soient réunies. Si vous avez déjà été trahi, trompé, manipulé ou blessé par quelqu'un qui prétendait être là pour vous, respirez profondément. Cela ne signifie pas que vous êtes faible. Cela signifie que vous voyez encore le monde tel que vous le souhaitiez, et non tel qu'il est. Et ce n'est pas un défaut moral. C'est un piège émotionnel renforcé depuis l'enfance. Nous avons grandi avec l'idée que qui fait le bien reçoit le bien en retour. Mais qu'en est-il lorsqu'ils ne le reçoivent pas? Qu'en est-il lorsque ceux qui se donnent sont utilisés? Qu'en est-il lorsque ceux qui sont loyaux sont trahis? Où est la logique? En vérité, il n'y a pas de logique. Il y a l'intérêt personnel. Et Machiavel fut l'un des premiers à le dire sans détour. La plupart des êtres humains agissent par commodité et non par justice. Ce n'est pas une phrase amère, c'est libérateur. Car dès qu'on comprend cela, on cesse de souffrir d'être utilisé et on commence à cartographier des schémas. On cesse de se demander « Pourquoi m'ont-ils fait ça ?» Et on commence à se demander « Comment ai-je pu tolérer cette approche sans voir les intentions derrière ce sourire ?» C'est ici que tout change. La douleur de la trahison ne se résout pas simplement en prenant ses distances. Elle se dissipe avec la compréhension, avec une clarté que personne n'enseigne à l'école, mais que la vie exige avec intérêt. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est parce qu'une partie de vous est prête à vraiment ouvrir les yeux, prête à quitter le royaume de la naïveté pour entrer dans un territoire plus mature et plus stratégique, où vous resterez bon, mais ne serez plus jamais stupide. Au fait, si ce contenu vous parle déjà, s'il vous a rappelé des personnes, des situations ou des décisions qui méritent d'être examinées de plus près, c'est le moment idéal pour aimer la chaîne et vous y abonner. Car ce genre de réflexion n'est ni superficiel, ni répétitif. Et surtout, il ne convient pas à tout le monde. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous faites partie des rares à vouloir voir ce que la plupart préfèrent ignorer. Et savez-vous quel est le détail le plus cruel dans tout cela? C'est que les traîtres les plus dangereux n'utilisent pas d'armes. Ils utilisent les compliments. Ils vous écoutent attentivement. Ils célèbrent vos réussites, mais au fond, ils sont jaloux. Ils vous soutiennent dans les moments difficiles, mais espèrent que vous ne vous relèverez pas trop vite. Ils disent « Je suis là pour tout ce dont vous avez besoin »,
mais insiste pour savoir tout ce dont vous avez besoin, juste pour le retourner contre vous. Et puis, quand la trahison se produit enfin, car elle donne toujours des signes, même petits, vous avez deux choix. Soit vous vous fermez au monde et devenez aussi dur que la personne qui vous a blessé, soit vous développez quelque chose de beaucoup plus puissant, la capacité de lire les intentions des autres avant qu'elles ne se manifestent pleinement. Machiavel disait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, à défaut d'être les deux. Mais derrière cette phrase se cache une leçon plus subtile. Ceux qui inspirent le respect imposent des limites invisibles, et le meilleur moyen de se protéger d'un traître est de ne jamais paraître suffisamment vulnérable pour qu'il pense pouvoir vous manipuler. C'est pourquoi, avant tout, il faut cesser de se leurrer en pensant que tout le monde a bon cœur. Ce n'est pas le cas. Certaines personnes sont faites pour dissimuler leurs intentions. Et plus elles sont charismatiques, plus il faut être prudent. Mais attention, il ne s'agit pas de vivre dans la peur. Il s'agit de marcher les yeux ouverts. Vous connaissez ce sentiment. J'aurais dû me méfier. Ça n'arrive pas comme ça. C'est l'écho de votre intuition ignorée, parce qu'au fond de vous, vous avez vu quelque chose. Vous avez ressenti quelque chose, mais vous avez choisi de l'ignorer. Parce que vous préfériez entretenir l'illusion que cet ami, ce collègue, ce membre de votre famille ne vous ferait jamais ça. Mais ils l'ont fait. Et ils continueront de le faire, jusqu'au jour où vous cesserez de considérer la vie comme une histoire et commencerez à la voir comme un jeu de société. La vérité est que vivre comme si le monde était juste, où chacun agit avec réciprocité et éthique, est une recette sûre pour la souffrance. Et non pas parce que le monde est mauvais, mais parce qu'il est complexe, régi par des variables invisibles, plein de jeux auxquels peu de gens admettent jouer. Et ceux qui se prétendent le plus purs sont souvent ceux qui savent le mieux bluffer. Voir le monde tel qu'il est, c'est accepter que la trahison n'est pas une exception. C'est une possibilité constante, qui dépend uniquement de l'avantage perçu de ceux qui la... Et rien n'est plus stratégique que de s'y préparer. Vivre les pieds sur terre, même quand le cœur aspire à s'envoler. Mais à mesure que nous développons cette vision plus brutale de la réalité, une nouvelle question surgit. Si les hypocrites, les dissimulateurs et les imposteurs sont si courants, comment parviennent-ils à s'infiltrer si facilement dans nos vies? Comment parviennent-ils à gagner la confiance, l'admiration et même l'affection? Qu'ont-ils de particulier qui les rend si efficaces pour nous tromper? Et c'est à ce moment-là que la conversation commence à devenir encore plus dangereuse et plus révélatrice. Parce que lorsque vous comprenez pourquoi les hypocrites arrivent toujours en premier, vous commencez également à apprendre comment les neutraliser avant qu'il ne soit trop tard. Ils arrivent avec des sourires, des discours percutants et des phrases toutes faites qui semblent taillées sur mesure pour vous. Ils savent ce que vous aimez, ce dont vous avez besoin, ce que vous craignez. En quelques minutes, ils créent une connexion si captivante qu'elle ressemble au destin. Mais ce n'est pas le cas, c'est un calcul. Ceux qui maîtrisent l'art de l'hypocrisie ne mentent pas ouvertement. Ils omettent parfaitement. Ils vous en disent assez pour vous faire confiance, mais jamais assez pour que vous les connaissiez vraiment. Ils louent en public, mais dédaignent en privé. Ils feignent l'humilité, mais vibrent intérieurement lorsque vous trébuchez. Et le plus dangereux, ils savent attendre. Vous vous demandez peut-être, comment peut-on être ainsi? Et la réponse est peut-être plus inconfortable que vous ne l'imaginez. La plupart des hypocrites ne se considèrent pas comme tels. Ils se voient comme des survivants, des stratèges, des personnes qui font tout ce qu'il faut pour atteindre leurs objectifs, même si cela implique de masquer la vérité, de manipuler les sentiments et de créer de faux liens. Pour eux, l'éthique est malléable. La parole est un outil et les sentiments des autres sont des opportunités. Machiavel, dans sa froideur chirurgicale, disait déjà que l'on juge davantage avec les yeux qu'avec l'esprit. Que voulait-il dire par là? Que la plupart des gens préfèrent l'apparence de la vertu à la vertu réelle. Ils préfèrent se sentir bien que bien penser. Et c'est précisément pourquoi les dissimulateurs se distinguent. Parce qu'ils ont appris à dire ce que les autres veulent entendre, à s'adapter à leur environnement, à paraître bons, même lorsque leurs actions vont dans le sens inverse. Et voici une révélation qui risque de faire mal. Les hypocrites arrivent en premier parce qu'ils comprennent mieux le jeu social que les sincères. Les sincères disent ce qu'ils pensent. Les hypocrites disent ce que les autres veulent penser. La personne sincère montre qui elle est. L'hypocrite montre qui vous souhaiteriez qu'elle soit.
Le risque sincère est rejeté. L'hypocrite ne s'expose jamais vraiment. Il analyse, il observe, il s'adapte. Et c'est pourquoi il gagne au début. Mais seulement au début, car le masque tombe toujours. Toujours. La question est, quand elle tombera, combien aurez-vous investi dans cette personne? C'est précisément pourquoi la plupart des trahisons ne surprennent pas ceux qui y ont prêté attention dès le départ. Les signes étaient là, dissimulés, mais présents. De petits défauts de caractère ignorés, parce que la sympathie était trop grande, parce que le soutien était trop commode, parce que l'idée de trouver enfin quelqu'un de confiance était trop belle pour être remise en question. Mais il faut bien le dire, l'hypocrisie ne survit que parce que le monde, pour l'essentiel, préfère le confort de l'illusion à l'inconfort de la vérité. Et c'est le terreau idéal pour les dissimulateurs. Plus les gens rejettent le réalisme, plus ils deviennent des proies faciles pour les fraudeurs. Machiavel le savait. Il voyait les jeux de pouvoir se dérouler non seulement dans les châteaux et les palais, mais aussi dans les conversations de couloir, les dîners silencieux et les poignées de main interminables. Et ça n'a pas changé. C'est juste devenu plus sophistiqué. Aujourd'hui, les hypocrites ont les réseaux sociaux. Ils savent se construire une image. Ils savent quels mots utiliser pour paraître vertueux, victimisés ou visionnaires. Ils ont des phrases toutes faites, des vidéos de motivation et même des discours sur l'empathie. Mais ne vous y trompez pas, l'hypocrisie du XXIe siècle utilise des filtres, nombreux, mais l'apparence reste la même. Calculatrice, avide de contrôle, assoiffée d'avantages. La question qu'il faut se poser est: pourquoi nous laissons-nous encore tromper? Parce qu'on veut croire, parce que la vérité exige une responsabilité, parce que voir à travers le masque de l'autre vous oblige à affronter vos propres besoins. Et cela fait mal, parce que cela signifie admettre que, peut-être, vous êtes tombé dans ce piège uniquement parce que vous aviez besoin d'acceptation, de validation et de partenariat. Et l'hypocrite l'a vu en vous. Il a lu entre les lignes. Il l'a compris avant même que vous ne l'admettiez. Et voilà le plus délicat. Les faux individus n'entrent pas dans votre vie par la force. Ils y entrent par des brèches émotionnelles. Ils sentent où vous êtes le plus vulnérable, là où vous avez besoin de soutien, d'écoute, de présence. Et ils vous le fournissent, jusqu'à ce que vous n'en ayez plus besoin. Machiavel n'a jamais idéalisé le comportement humain. Pour lui, nous avons tous le potentiel d'être bons, ou stratégiques. Et ce choix ne dépend pas seulement du caractère. Il dépend du contexte, des circonstances, de l'intérêt personnel. Par conséquent, les hypocrites ne sont pas forcément des monstres. Ce sont simplement des gens qui ont appris, trop tôt, que faire semblant peut être plus efficace que passer à l'acte. Mais quand vous voyez vraiment cela, quelque chose change en vous. Vous cessez de vous laisser séduire par des compliments vides de sens. Vous commencez à écouter plus attentivement que vous ne parlez. Vous observez non pas ce que dit la personne, mais comment elle réagit à vos succès, à vos souffrances, à vos absences. Vous commencez à remarquer des schémas. Le faux disparaît toujours quand on en a vraiment besoin. Le faux évite de vous féliciter lorsque vous êtes sous les projecteurs. Le faux change de posture lorsqu'il est entre vous et les autres. Le faux parle bien de tout le monde. Et c'est pour cette raison même qu'il n'est pas digne de confiance. Et surtout, le faux ne s'engage jamais émotionnellement dans la vérité. Il laisse toujours un vide, une ambiguïté, une porte de sortie, parce qu'il n'est jamais vraiment là. De là, la seule question qui subsiste est: que faire face à un hypocrite dans votre entourage? Comment réagir face à quelqu'un qui feint la proximité, mais joue contre vous dans l'ombre? Comment gérer quelqu'un qui se pare du manteau de l'amitié, mais brandit la lame de la trahison? C'est là que beaucoup se trompent, parce qu'ils pensent que la solution réside dans la confrontation directe. Ils pensent donc que la meilleure solution est de jeter la vérité au visage des gens, de les démasquer et de les dénoncer. Mais Machiavel, avec sa froideur chirurgicale, nous a enseigné quelque chose de bien plus efficace. Il ne faut jamais montrer à un ennemi l'étendue de sa lucidité. Le meilleur moyen de se venger d'un hypocrite est de contrecarrer ses plans sans qu'il se rende compte qu'on l'a déjà percé à jour. Et parfois, son plan est simple: vous voir réagir. Je te vois secouer, te voir t'effondrer émotionnellement face à la révélation. Mais quand vous restez calme, quand vous vous éloignez en silence, quand vous coupez l'accès sans scandale,
Vous gagnez une sorte de pouvoir que les mots ne pourraient jamais donner. La force de quelqu'un qui n'a besoin de rien prouver à personne. Et là, un nouveau dilemme surgit. Vous avez déjà identifié le traître. Vous avez compris le dissimulateur. Vous avez percé le masque. Mais comment couper ces liens stratégiquement, sans tomber dans leur piège, sans ternir votre propre intégrité et sans devenir une version amère de vous-même? Cette réponse exige plus que de l'intelligence émotionnelle. Elle requiert du calcul, du courage et une réelle dose de maturité. Car couper quelqu'un qui vous sourit encore est l'un des plus grands actes de souveraineté personnelle qui soit. Et peut-être, c'est ce que vous devez apprendre. Ne vous y trompez pas, la trahison n'arrive pas par accident. Ce n'est pas un faux pas impulsif. Ce n'est pas une excuse du genre « il était plus fort que moi ». Ce sont des excuses inventées pour alléger le poids de la décision. Mais derrière chaque trahison se cache un choix réfléchi, une analyse, un calcul. Ceux qui trichent pèsent les risques et les avantages. Et s'ils décident de tricher, c'est parce que, selon eux, cela en valait la peine. C'est dur à entendre, car la trahison, pour celui qui la subit, est toujours un choc. Mais pour celui qui la commet, c'est presque toujours un plan, avec des étapes claires et des objectifs définis. Et plus la personne est proche, plus elle a eu le temps de préparer le terrain, de comprendre vos faiblesses, votre routine, votre confiance, d'occuper des espaces en vous jusqu'à ce qu'au bon moment, elle sache exactement comment agir sans éveiller les soupçons. Ce n'est pas de l'inattention, c'est de l'intention. La trahison ne consiste pas seulement à trahir la confiance. C'est utiliser la confiance comme une échelle. C'est gravir l'échelle de sa bonne foi. C'est transformer sa meilleure offrande en arme contre soi. Et pour cela, l'impulsion ne suffit pas. Il faut de la stratégie. Et voici une question que peu ont le courage de poser. Que voulait le traître? Il n'agissait pas par inadvertance. Il ne trichait pas par plaisir gratuit, même si son ego s'en trouvait gonflé. En vérité, tout tricheur a une arrière-pensée, quelque chose qu'il ne pouvait obtenir par loyauté, un désir que l'honnêteté ne pouvait satisfaire, un raccourci que la fidélité ne lui permettrait pas. Parfois c'est de l'envie, parfois c'est le pouvoir, parfois c'est de la simple vanité. Mais il y a toujours un avantage derrière l'arnaque. Et si vous n'y avez jamais réfléchi, vous pourriez encore considérer la trahison comme un drame, et non comme un stratagème. Machiavel, qui étudiait le pouvoir comme un scientifique, observe les bactéries, concevait la trahison comme une ressource politique, une méthode pour obtenir un avantage. Et plus la relation est étroite, plus la trahison peut être puissante, précisément parce qu'elle exige une confiance accumulée. Il n'est pas surprenant que les plus grands coups d'État de l'histoire, qu'ils aient touché des royaumes, des entreprises ou des relations personnelles, soient venus de l'intérieur, de ceux qui étaient proches, de ceux qui avaient accès à l'information. Mais qu'est-ce qui différencie un traître ordinaire d'un traître dangereux? La réponse réside dans l'anticipation. Le dangereux traître n'attend pas qu'une occasion se présente. Il la crée. Il provoque des situations. Il sème le doute. Il fomente le conflit. Il crée l'environnement idéal pour que vous baissiez votre garde et puissiez agir. Parfois, il se fait même la victime avant même d'agir. Il se plaint de votre absence. Il remet en question votre leadership. Il sème le malaise en coulisses, feignant de vous souhaiter bonne chance. Et quand tout finit par s'écrouler, il surgit comme un simple personnage secondaire, affecté par les circonstances. Il se présente rarement comme l'architecte du chaos, mais c'est lui qui a allumé l'allumette, et on ne s'en rend compte que lorsqu'elle est déjà allumée. La trahison n'est pas chaotique, elle est chorégraphiée. Et cela signifie que vous pouvez apprendre à repérer les signes avant le coup fatal. Car tout traître, aussi discret soit-il, commet de petites erreurs dans son scénario, de petits défauts cachés, des manques de cohérence, des réactions excessives, des regards qui ne correspondent pas aux mots. Et le plus révélateur, un changement soudain de comportement juste après avoir obtenu ce qu'il voulait. Observez attentivement. Le traître disparaît après avoir obtenu des informations. Il change de ton après avoir gagné votre confiance. Il s'éloigne après que vous soyez tombé dans le piège. Et à ce stade, vous vous demandez peut-être « Pourquoi n'ai-je pas réalisé cela avant ?» Parce que l'esprit d'une personne loyale ne saisit pas la logique de la trahison. Il en rejette la possibilité, car cela nécessiterait de revisiter toute l'histoire, de recréer des souvenirs, de remettre en question des moments qui, sur le moment, semblaient sincères. Et c'est incroyablement douloureux.
Il est plus facile de croire à une erreur, plus facile de prétendre qu'il était trompé, plus facile d'humaniser quelqu'un qui, en réalité, exécutait un plan depuis longtemps. Mais si vous voulez sortir de ce cycle, si vous voulez cesser d'être la cible et devenir le lecteur de la scène, vous devrez abandonner l'idée que la tricherie est une erreur émotionnelle. Vous devrez accepter que certaines personnes vous utilisent comme un pion et non comme un partenaire. C'est un changement difficile, mais nécessaire. Et non, cela ne vous rendra pas amer. Au contraire, cela vous préparera, quelqu'un qui reste bienveillant, mais qui observe froidement les mouvements de ceux qui s'approchent trop vite, qui félicitent trop, qui offrent trop, qui comprennent trop. Car trop d'écoute est parfois un prétexte, car trop de disponibilité est parfois un camouflage. Et la meilleure défense contre la trahison est de ne créer aucun angle mort émotionnel, aucun espace sacré où personne ne peut être remis en question, aucune relation où la confiance est telle qu'on cesse d'observer, car le traître se déplace dans l'ombre de votre confiance. Et plus l'environnement est sombre, plus il a de liberté d'action. Mais vous pouvez renverser la situation, non pas en trichant, non pas en redevenant le même, mais en apprenant à cartographier les profils, en apprenant à tester les intentions, en apprenant à ne pas tout dévoiler d'un coup. Car tout révéler trop vite facilite la tâche à ceux qui sont venus tromper. Machiavel disait que les princes intelligents ne trahissent jamais leur âme publiquement. Ils cachent leurs véritables intentions. Ils testent la loyauté des autres avant de leur faire véritablement confiance. Et c'est là tout l'intérêt. Vous n'êtes pas obligé de vivre en guerre, mais vous devez apprendre à feindre la paix jusqu'à comprendre qui est vraiment de votre côté. Et surtout, ne tombez pas dans le piège d'affronter l'infidèle en espérant qu'il se repentira. Cela arrive rarement. L'infidèle ne ressent pas de culpabilité, il perçoit le risque. Il se repent lorsqu'il est découvert, exposé ou puni. Jamais quand vous ouvrez votre cœur, jamais quand vous pleurez, car il n'était pas guidé par l'émotion. Il était guidé par le gain. Par conséquent, la seule confrontation qui vaille la peine est celle qui coupe l'avantage du traître, qui bloque l'accès, qui supprime la scène, qui désarme la manipulation, le tout avec le moins de mots et le plus de sang-froid. Et nous arrivons ici à l'un des actes les plus décisifs de celui qui veut quitter la position de victime et entrer dans le rôle de stratège de sa propre vie, apprendre à se protéger sans se fermer, apprendre à faire confiance sans céder complètement, apprendre à ressentir sans devenir aveugle. Parce qu'il n'y a pas de victoire plus silencieuse et plus efficace que de frustrer complètement quelqu'un qui vous a trahi, sans qu'il comprenne comment vous êtes devenu si froid, si distant, si protégé. Et cette force n'apparaît que lorsqu'on comprend enfin. La trahison n'était pas un accident, c'était une stratégie. Et maintenant, vous avez la vôtre. Avez-vous déjà remarqué comment, après une trahison, un instinct de repli sur soi surgit presque automatiquement, comme si la douleur du coup créait un bouclier autour du cœur? C'est une défense naturelle. Le problème, c'est que cette défense, lorsqu'elle n'est pas consciente, devient une prison. La personne trahie à outrance commence à douter de tout le monde. La personne manipulée à outrance commence à repousser même ceux qui veulent vraiment l'aider. Et ce qui était censé être une protection se transforme en isolement, se transforme en solitude, se transforme en méfiance chronique. Mais voici le point crucial. Se protéger n'est pas la même chose que se fermer. Oui, on peut développer une sorte de radar, une clarté stratégique, une meilleure compréhension des gens. Mais cette compréhension doit s'accompagner d'intelligence émotionnelle, et non de peur. Car ceux qui se protègent par peur reculent. Ceux qui se protègent par intelligence élargissent leur conscience. Et c'est là que Machiavel renoue avec le présent. Il n'a jamais suggéré que nous devions vivre en guerre constante avec le monde. Ce qu'il proposait était bien plus sophistiqué, une coexistence stratégique avec l'imprévisible. Une attention qui ne paralyse pas, mais renforce, qui n'aliène pas, mais sélectionne, qui ne détruit pas les liens, mais calibre le niveau d'engagement. Mais comment cela fonctionne-t-il en pratique? La première règle de la protection émotionnelle stratégique est simple. Observez plus que vous ne parlez. Les personnes manipulatrices en disent long sur elles-mêmes lorsque vous gardez le silence, lorsque vous écoutez plus que vous n'essayez d'expliquer, lorsque vous posez des questions ouvertes sans donner de réponse spontanée. Il ne s'agit pas de jouer avec les autres, il s'agit de respecter le rythme des relations. Car la véritable confiance ne s'acquiert pas, elle se construit progressivement,
par l'expérimentation et l'observation. La deuxième règle, protégez vos informations sensibles. La plupart des infidèles agissent en fonction de ce que vous avez révélé. Douleur, insécurité, peur, histoire non résolue. Tout cela devient une arme entre de mauvaises mains. Le plus grand piège des relations rapides est l'intimité prématurée. Ce besoin de se sentir connecté rapidement, d'ouvrir son cœur à quelqu'un qui ne s'est même pas encore révélé. Et cela finit presque toujours mal, car la confiance précipitée est synonyme de frustration. Et chaque infidèle compte sur cela. Vous avez plus besoin de cette relation qu'eux. Vous désirez tellement être entendu, accepté, compris, que vous confiez sans le vouloir les clés de votre propre vulnérabilité. La troisième règle, des tests de fidélité discrets. Il ne s'agit pas de tendre des pièges, mais d'observer les réactions, dire un petit mot sur soi et voir comment la personne le gère, partager une faiblesse maîtrisée et voir si elle revient déformée dans une autre conversation. Voir si cette personne vous défend en votre absence, si elle vous mentionne avec respect, si son comportement change en votre présence. Ces petites vérifications en disent plus sur quelqu'un que 1000 déclarations d'amitié. La quatrième règle, ne dépendez pas émotionnellement de quelqu'un qui n'a pas encore prouvé sa valeur. Le besoin est l'oxygène des manipulateurs. C'est la faim qui les nourrit. Lorsqu'on est émotionnellement en manque, on commence à se projeter. Et en projetant, on crée une image idéale de l'autre, même si la réalité est pleine de signaux d'alarme. La personne est à peine arrivée, mais on se sent déjà en sécurité avec elle. On parle déjà de tout, on partage déjà des secrets. On rêve déjà d'une relation. Et c'est là, aux yeux d'un hypocrite, la clé du succès. Car maintenant, il sait que pour vous piéger, il lui suffit de feindre la présence. Il lui suffit d'entretenir le fantasme. Il n'a même pas besoin d'être réel. Il lui suffit de préserver la personnalité que vous avez construite en vous. Mais la véritable intelligence émotionnelle stratégique va au-delà de la défense. Elle permet de créer des environnements où la vérité émerge naturellement. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes révèlent le pire d'elles-mêmes lorsqu'elles perdent accès à ce qu'elles désiraient, lorsqu'elles ne peuvent plus vous utiliser, lorsque leurs manœuvres ne fonctionnent plus? C'est l'un des plus grands bienfaits de la maturité, savoir attendre, savoir ne pas réagir immédiatement, car les imposteurs ne peuvent pas rester longtemps dans leur peau. Très vite, la vérité finit toujours par éclater. Une remarque acerbe par-ci, un changement d'humeur par-là, un compliment venimeux, une distanciation soudaine. Et il suffit de ne pas se précipiter pour y remédier, parce que lorsque vous laissez tomber le masque sans essayer de le retenir, vous apprenez à connaître qui est vraiment la personne. Et cela, en soi, est une protection. C'est pourquoi il ne s'agit pas de vivre en vase clos. Il s'agit de vivre de manière sélective, d'offrir un accès à plusieurs niveaux, d'observer le temps comme un filtre, de laisser les masques se dissoudre d'eux-mêmes, sans avoir besoin d'affronter, d'accuser ou d'imposer la vérité. Vous vous demandez peut-être, et si je devais vivre avec une personne comme celle-ci? Et si c'était un membre de ma famille? Au travail? Dans mon entourage? Comment puis-je me protéger sans m'isoler? La réponse est donner de la présence sans donner d'intimité. Gardez le dialogue superficiel, mais jamais hostile. Faites preuve de respect, mais évitez la confusion. Soyez poli, mais ne dévoilez pas ce qui est précieux. Car la vraie force ne consiste pas à repousser tout le monde, mais à savoir être parmi les faux sans être contaminé. Et cela nécessite une sorte de calme qui vient de la clarté. Ceux qui savent ce qui se passe ne désespèrent pas. Quiconque a vu le schéma se répéter n'entre plus dans le jeu. Quiconque connaît les motivations derrière la tricherie n'est pas surpris par sa répétition. Et cette lucidité se transforme en posture. Inutile de dire que vous savez, votre silence le montre déjà. Inutile de confronter, votre absence émotionnelle le communique déjà. Inutile de dénoncer, le traître lui-même, réalisant qu'il a perdu le contrôle, se révèle. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond ici. La véritable intelligence émotionnelle ne consiste pas seulement à se protéger du mal des autres. Il s'agit de ne pas laisser le mal des autres vous changer. Car le plus grand danger de la trahison n'est pas le coup en lui-même, mais ce qu'il sème en vous. La graine de la méfiance, le poison de la paranoïa, le désir de vengeance. Et si vous n'y prenez pas garde, cela vous ronge de l'intérieur. Vous commencez à vous éloigner même de ceux qui vous aiment. Vous doutez même de ceux qui vous sont fidèles.
Vous vous protégez tellement que personne d'autre ne peut vous atteindre. Et puis, le traître gagne. Non pas à cause de ce qu'il a fait, mais à cause de ce qu'il a laissé en vous. Se protéger intelligemment, c'est donc aussi préserver son essence. C'est garder son cœur intact, même face aux attaques les plus violentes. C'est continuer à voir clair, mais sans amertume. C'est rester ferme, mais sans devenir de pierre. Car la pierre ne ressent pas la douleur, mais elle ne ressent pas non plus l'amour. Et ce n'est pas ce que vous souhaitez. La douleur qui vous a réveillé ne peut pas être la même que celle qui vous paralysera. Et lorsque vous atteignez ce point, quelque chose en vous change pour toujours. Vous arrêtez de vous soucier de qui arrive, arrêtez de souffrir pour ceux qui sont partis, et il commence à choisir froidement qui reste. Et à ce moment-là, vous réaliserez peut-être quelque chose d'encore plus libérateur. Parfois, le geste le plus noble, le plus intelligent et le plus puissant que vous puissiez faire envers un faux ami n'est pas de crier, de discuter, de ne rien prouver, c'est simplement de le couper, sans drame, sans avertissement, sans laisser de traces. Il y a des moments dans la vie où le silence est plus puissant que les mots. Et il y a des gens qui ne méritent pas d'explication, de discussion, de dialogue final. Juste une coupure franche, directe et définitive. Car pendant que vous essayez de comprendre pourquoi, d'être juste, d'être didactique, le faux ami profite de votre hésitation. L'erreur la plus courante et la plus coûteuse émotionnellement consiste à tenter de sauver quelqu'un qui a déjà prouvé, par ses actes, qu'il n'a plus sa place dans votre vie. Le désir de confrontation naît souvent d'une attente enfantine. Quand l'affrontant, l'autre reconnaisse son erreur, s'excuse, exprime des remords et peut-être même change. Mais cela arrive rarement. Un faux ami n'est pas touché par les vérités, il est gêné par les limites. Et c'est précisément pourquoi couper est plus noble que confronter, car couper n'implique pas l'autre. Cela ne dépend ni de sa compréhension, ni de sa conscience, ni de sa maturité. Couper est un geste unilatéral de souveraineté. C'est dire, par des actes, que vous ne financerez plus le théâtre de quelqu'un qui n'était sur la scène de votre vie que par commodité. Mais ce genre de décision exige de la clarté, car le faux ami, en réalisant que vous avez commencé à voir clair, tentera de vous embrouiller. Il jouera l'offensé, l'incompris et l'offensé. Il ne s'excusera pas, il demandera des explications. Il dira que vous avez changé. Il tentera d'inverser les rôles. Et si vous tombez dans ce piège, une danse émotionnelle s'engage qui peut durer des années. Un cycle de rapprochement, de rupture, d'excuses manipulées, de reconnexion superficielle et de nouvelles déceptions. Combien de fois avez-vous vécu cela? Un faux ami ne vous trahit pas d'un coup. Il vous épuise lentement. Il sape votre énergie, vous démolit avec une ironie déguisée en plaisanterie, vous sabote avec des compliments indirects, vous affaiblit avec des comparaisons silencieuses. Et quand vous commencez à vous éloigner, il feint la surprise. Il fait comme s'il n'avait rien fait. Car, pour lui, rien de ce qu'il a fait n'était explicite. Mais pour vous, c'était mortel. Machiavel, qui comprenait parfaitement les jeux de la vanité et de la manipulation, dirait que les faux alliés sont plus dangereux que les ennemis déclarés, car l'ennemi vous attaque de front. Vous vous préparez, vous vous défendez, vous réagissez, mais le faux ami vous infiltre, il vous connaît. Il connaît vos moments de fragilité. Il sait exactement comment paraître présent, tout en érodant lentement vos fondements émotionnels. Et ce qu'il craint le plus, c'est son réveil. Car tant qu'on est aveugle, on est utile. Mais quand on voit, on devient imprévisible. Et rien ne menace plus un manipulateur que quelqu'un qui ne réagit plus comme avant. Quelqu'un qui ne se laisse pas prendre aux mêmes paroles, qui n'est pas ébranlé par le chantage affectif, qui ne recherche plus la confrontation. Il se retire, tout simplement, sans prévenir, sans scandale, sans retour. Ce genre de coupure est, en effet, un geste noble, parce qu'il préserve votre énergie, parce qu'il ne cherche pas à transformer ceux qui refusent de changer, parce qu'il n'insiste pas sur des conversations qui ne mènent à rien, parce qu'il comprend que certaines personnes ne méritent pas de savoir ce que vous avez découvert à leur sujet. Et voici un changement interne important. Vous devez cesser de donner la parole à ceux qui ne recherchent que l'attention. Les faux amis se nourrissent de vos réactions, de votre déséquilibre, de vos efforts pour expliquer, corriger et réorganiser ce qui n'a jamais été authentique. Ils créent des crises juste pour rester au centre de votre attention.
Et en vous livrant à cela, vous nourrissez exactement ce que vous devriez éliminer. Mais une rupture ne signifie pas l'absence de douleur. Rompre avec quelqu'un qui faisait partie de votre vie, même de manière toxique, est également douloureux. Il y a un sentiment de deuil, un vide, une phase où votre esprit cherche encore des justifications, de bons souvenirs, des raisons de rester en contact. C'est normal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la douleur d'une rupture est temporaire, mais le prix à payer pour garder un faux ami est permanent. Combien de rêves avez-vous mis de côté à cause d'une opinion dure, déguisée en conseil? Combien de fois vous êtes-vous senti plus petit face à quelqu'un qui prétendait vous soutenir? Combien de réussites avez-vous hésité à célébrer parce que vous saviez que cette personne ne supporterait pas de vous voir grandir? C'est une corrosion émotionnelle. Et quiconque vous fait cela ne peut continuer à occuper un espace sacré. Car l'amitié, par définition, est un espace de confiance. Et la confiance, une fois intentionnellement violée, ne doit pas être recyclée. Il faut y mettre fin. Tu n'as pas à haïr, tu n'as pas à riposter. Tu dois juste y mettre un terme. Arrêter, oui, mais avec grâce, avec sobriété, avec un silence qui dit « J'ai vu qui tu es, et je ne veux plus participer à cette mascarade ». Et peut-être, à ce stade, vous vous demandez « Mais comment savoir quand c'est le bon moment pour couper? Et si c'est juste un mauvais moment? Et si j'en fais trop ?» Et la réponse est brutalement simple. Si vous avez besoin de vous priver de vous-même pour garder quelqu'un près de vous, il est plus que temps. Si vous avez peur d'être qui vous êtes devant quelqu'un, il est temps. Si vous quittez chaque réunion en vous sentant plus vide qu'à votre arrivée, il est grand temps. Et savez-vous ce qui arrive quand vous coupez vraiment contact avec quelqu'un, sans prévenir, sans retour en arrière, sans avoir besoin d'explication? Vous laissez le silence jouer en votre faveur. Car le faux ami, lorsqu'il perd contact, commence à montrer son vrai visage. Il cherche à se venger, à vous dénoncer, à ternir votre image. Et plus il crie, plus vous devenez fort. Car quiconque observe de l'extérieur voit, le déséquilibre est en lui, pas en vous. Et voici un point dont presque personne ne parle. Le faux ami ne vous veut pas. Il veut la version faible de vous-même, celle qu'il peut contrôler, diminuer, influencer. Et quand vous vous renforcez, quand vous grandissez, quand vous établissez des limites claires, il perd son charme, il perd le contrôle. Et c'est pourquoi il essaie de vous provoquer, pour voir si vous redevenez manipulable. Mais tu ne reviens pas, parce qu'une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus le voir. Une fois que vous avez compris, il n'y a plus de prétention. Et une fois que vous prenez position, le jeu est terminé. Et si tout cela paraît radical, c'est parce que la connaissance de soi est radicale. Elle exige de rompre avec les excès, les illusions, les faux liens, les pactes tacites avec ceux qui ne font plus partie de votre chemin. Et cela ne vous rend pas froid, cela vous rend libre. Mais la vraie liberté a un prix, la solitude sélective. Tout le monde ne vous suivra pas. Tout le monde ne comprendra pas vos limites. Tout le monde ne tolérera pas votre clarté. Et c'est bien ainsi. Car, une fois libéré des faux semblants, on commence à comprendre qui reste vraiment. Qui reste quand on n'est plus utile, mais authentique. Qui ne se sent pas menacé par votre évolution, votre maturité, votre silence. Et ces personnes, vous les reconnaîtrez à leur réaction, à votre absence, à ce qu'elles disent quand vous êtes distant, au respect qu'elles portent à votre espace. Et c'est là qu'une nouvelle question se pose. Et quand couper ne suffit pas, quand le faux ne recule pas, quand essaie-t-il de riposter? Quand expose-t-il? Quand veut-il la guerre? C'est à ce moment-là que vous devez aller au-delà de la simple coupure. Vous devez apprendre à riposter, mais avec grâce. Toutes les guerres ne se gagnent pas dans le bruit. Certaines batailles se décident en silence, dans la façon dont on se retire, observe, calcule, et seulement ensuite, on agit. Car riposter, ce n'est pas réagir. Riposter, c'est choisir comment, quand et si cela vaut la peine de donner en retour. Et, surtout, comment donner en retour sans perdre ce que l'on a construit en soi. La plupart des gens, lorsqu'ils sont trahis ou exposés, agissent impulsivement. Ils écrivent de longs messages, confrontent les autres publiquement, hurlent, désespèrent et tentent de prouver qu'ils ont raison. Et c'est compréhensible. La douleur veut être entendue. L'ego veut se défendre. Mais Machiavel nous propose une autre voie, plus intelligente, plus froide et infiniment plus puissante.
la vengeance stratégique. Mais avant de rejeter cette idée comme quelque chose de négatif, de cruel ou de violent, il faut redéfinir le concept. La vengeance ici ne consiste pas à détruire l'autre. Il s'agit de remettre les pièces en place sans un mot. Il s'agit d'interrompre le flux d'avantages de l'autre sur vous. Il s'agit de démanteler la structure qui a permis le jeu de la manipulation. Et cela se fait avec calcul, avec élégance et avec maîtrise. La première étape consiste à comprendre que vous n'avez pas à riposter. Car la monnaie du traître est sale, petite et motivée par le besoin et la mesquinerie. Vous n'avez pas besoin de jouer le même jeu pour le vaincre. Vous devez lui retirer le contrôle du jeu. Et cela commence par une décision silencieuse. Ne pas alimenter les conflits. L'absence de réaction est souvent plus douloureuse pour le manipulateur que n'importe quelle attaque. Car il a besoin de votre réponse pour justifier son propre récit. Il a besoin de vous voir hors de contrôle pour convaincre les autres, et lui-même, que le problème vient de vous. Mais lorsque vous vous retirez, restez silencieux et continuez à envenimer la situation. Il s'effondre. Se défendre avec élégance, c'est montrer, par ses actes, que l'on n'a pas besoin de se justifier auprès de ceux qui ont déjà décidé de nous déformer. Et, en même temps, il s'agit de prendre les devants pour sa propre justice. Car, concrètement, la justice consiste à rétablir l'équilibre. Et l'équilibre n'est rétabli que lorsque l'on cesse de gaspiller son énergie avec une personne déjà diagnostiquée comme une perte. Lorsque l'on riposte, non pas par la violence, mais par une stratégie. Et la meilleure stratégie est d'être ce que l'autre personne n'aurait jamais imaginé que vous seriez après la trahison. Calme, ferme et absolument inaccessible. Vous n'avez pas besoin de vous exposer. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Vous devez agir avec cohérence. Et la cohérence est un coup de poing dans le ventre pour ceux qui vivent dans l'ombre. Car l'hypocrite se nourrit de l'incohérence des autres. Il a besoin d'échappatoire. Il a besoin que vous perdiez le contrôle. Il a besoin que vous égalisiez pour justifier son propre venin. Mais si vous ne vous laissez pas contaminer, il s'effondre intérieurement. Se défendre avec grâce, c'est aussi choisir son terrain de bataille. Toute insulte ne mérite pas une réponse. Toute provocation ne mérite pas d'être prise en compte. Il y a des moments où la véritable contre-attaque consiste à passer à autre chose en paix. Car rien ne désarme plus un traître que de vous voir prospérer, grandir, rire, sans lui. Aucune rancune. Pas besoin de citer de nom. Aucune énergie gaspillée dans des confrontations inutiles. Mais dans certains cas, couper court et garder le silence ne suffit pas. Parfois, le traître passe à l'action. Il tente de détruire votre réputation. Il répand des mensonges. Il tente de vous saboter en coulisses. Et là, oui, la donne change. Et Machiavel serait le premier à dire « Celui qui veut la paix doit être prêt à la guerre ». Mais encore une fois, la guerre ne signifie pas crier. Elle implique de se préparer. Elle implique de stocker des documents, de rassembler des preuves, de cartographier les informations. Elle implique de savoir où et comment agir, si nécessaire. Car lorsqu'on maîtrise les coulisses, nul besoin d'élever la voix. Il faut simplement être prêt à agir au bon moment, avec la précision de quelqu'un qui combat non pas par colère, mais par désordre. Et le plus fascinant dans ce processus, c'est que l'on découvre un nouveau type de pouvoir personnel. Un pouvoir qui ne crie pas, qui ne s'affiche pas, qui ne dépend pas de la défaite des autres pour se renforcer. On commence à agir avec une nouvelle présence, une présence qui impose le respect sans le demander, une posture qui parle d'elle-même, un silence qui pèse plus lourd que toute réponse. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est le résultat d'une douleur bien assimilée. C'est ce qui survient lorsque l'on choisit de n'être ni la victime ni le méchant, mais l'auteur de sa propre histoire. Et voici une décision que peu de gens prennent consciemment. Vous devez choisir quelle douleur vous allez porter. La douleur de se rabaisser en essayant de prouver que vous avez raison, ou la douleur de laisser derrière soi quelqu'un qui vous a blessé, la tête haute. Le deuxième est moins douloureux et guérit plus vite, parce qu'il s'accompagne de quelque chose de rare, la paix. Et la paix, dans ce contexte, est un privilège pour ceux qui comprennent leur propre valeur. De quelqu'un qui a compris que riposter ne consiste pas toujours à renverser quelqu'un, mais à se lever fermement, à sa place. Pas de ramper, pas de mendicité pour obtenir des explications. Pas besoin d'avoir le dernier mot. Et, dans certains cas, la manière la plus élégante de riposter
et de disparaître du récit du traître. Cela lui enlève le droit de vous citer. C'est pour l'empêcher de continuer à être un personnage dans votre vie. C'est disparaître sans prévenir, et que l'écho de ton absence soit plus fort que n'importe quelle confrontation. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous réaliserez quelque chose d'encore plus profond, que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de punir, mais dans le fait de vous rendre inaccessible. Inaccessible à la manipulation, inaccessible au jeu émotionnel, inaccessible au chantage, inaccessible à la répétition de la douleur. Et c'est là que le cycle se termine. Ni par des cris, ni par des applaudissements, mais par la sérénité de quelqu'un qui ne sera plus jamais pris au dépourvu, car il a appris à voir avant de faire confiance, à protéger avant de s'ouvrir, à se retirer avant de tomber malade. Mais la question la plus puissante que vous puissiez vous poser en ce moment est: et si je pouvais prédire la trahison avant même qu'elle ne se produise? Et s'il existait une sorte de vision qui détecte l'hypocrite avant même que le masque ne tombe? Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblerait votre vie si vous aviez appris, il y a des années, à reconnaître les signes de tromperie avant même qu'elles ne se manifestent? Si vous aviez repéré le traître avant le coup de couteau? Si vous aviez reconnu la tromperie avant les faux applaudissements? Si vous aviez su identifier cette lueur dans le regard qui n'était pas de l'admiration, mais de l'envie? Cette capacité existe, et elle n'a rien de surnaturel. C'est de la lucidité. C'est une lecture émotionnelle. C'est une analyse stratégique. C'est le contraire de la naïveté. Et être moins naïf ne signifie pas être froid, paranoïaque ou insensible. Cela signifie être moins pénétrable. Cela signifie développer une sorte de bouclier mental qui évalue silencieusement chaque approche, chaque mot, chaque mouvement. Car plus on comprend le comportement humain, moins on se laisse prendre au récit préconçu. Et c'est là l'essence même de ce qui vous rend ingérable. La manipulation ne fonctionne pas sur ceux qui se connaissent, car le manipulateur s'appuie sur votre vide, votre désir de plaire, votre besoin de validation. Il calcule vos réactions, il exploite vos angles morts, il teste jusqu'où il peut aller, jusqu'où il peut vous faire plier. Mais lorsqu'il réalise que vous vous êtes suffisamment observé, que vous n'avez plus besoin d'approbation, que vous savez dire non, que vous êtes prêt à partir sans drame, il recule. Car la manipulation est impossible face à une personne émotionnellement complète. Mais cela nécessite un entraînement, une reconstruction, une connaissance de soi pratique et non théorique. Car ce qui vous rend manipulable, ce n'est pas l'autre, c'est ce que vous n'avez pas encore guéri en vous. C'est la culpabilité qui vous empêche de fixer des limites. C'est la peur du rejet qui vous fait maintenir des liens par pitié. C'est l'insécurité qui vous oblige à trop expliquer. C'est le besoin qui vous convainc de pardonner trop vite. C'est un traumatisme qui vous fait considérer toute affection comme urgente. Et le manipulateur le voit, il le sent, il tourne autour. Par conséquent, le meilleur acte de défense n'est pas de confronter le manipulateur, mais de désactiver les boutons internes sur lesquels il essaie d'appuyer. Et pour y parvenir, vous devez devenir moins prévisible, quelqu'un qui ne réagit pas comme prévu. Cela ne procure pas d'émotions gratuites. Cela n'est pas affecté par l'absence ou la flatterie. Il faut être, aux yeux de ceux qui jouent sale, un territoire difficile d'accès. Et cela ne signifie pas s'isoler. Il s'agit plutôt de redéfinir ses critères d'entrée. Tout le monde n'a pas besoin de connaître votre vie. Tous les compliments ne doivent pas être perçus comme un signe de loyauté. Toute empathie n'est pas authentique. L'écoute n'est pas toujours motivée par la solidarité. Elle est parfois dénuée de stratégie. Plus vous comprenez cela, plus vous créez des filtres naturels. Votre discours change, votre posture change, votre silence prend une nouvelle profondeur. Vous commencez à déranger les hypocrites. Non pas parce que vous les attaquez, mais parce que vous ne les nourrissez plus. Et voici un point que beaucoup négligent. Une personne émotionnellement mature ne fait pas face à toutes ces erreurs. Elle sélectionne ce qui mérite une réponse. Parce que si vous devez vous battre tout le temps, vous vous épuisez. Mais si vous choisissez judicieusement ce qui mérite votre énergie, vous ne serez plus jamais victime du chaos des autres. Machiavel le savait. Il ne parlait pas du pouvoir simplement comme d'une domination extérieure, mais comme d'un contrôle intérieur, celui qui vous permet de garder votre sang-froid alors que tout autour de vous tente de vous déséquilibrer, celui qui transforme votre présence en un espace où les jeux des autres ne fonctionnent tout simplement pas. Et c'est ainsi que vous vous rendez ingérable, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il se connaît lui-même.
Non pas parce que vous ne le ressentez pas, mais parce que vous savez ce que vous ressentez et que vous ne permettez pas aux autres de le ressentir à votre place. Non pas parce qu'il n'a pas confiance, mais parce qu'il a appris à faire confiance avec méthode, avec temps, avec critères. Et à ce moment-là, votre vie change. Vous arrêtez de perdre des nuits à essayer de comprendre les actions des autres. Arrêtez de vous blâmer, de vous éloigner de quelqu'un qui n'a fait que drainer votre énergie. Arrêtez d'essayer de prouver votre valeur à des gens qui ne vous ont jamais vu comme une personne, mais seulement comme une opportunité. Vous commencez à trouver la paix. Une paix sans public, sans besoin d'explication, sans dépendance émotionnelle. Une paix qui naît de la simple certitude que personne d'autre n'entre dans votre vie sans passer par les filtres de votre lucidité. Et quand vous y arrivez, même les traîtres changent de cible. Parce que le traître n'attaque que là où il y a un terrain fertile pour la manipulation. Et l'hypocrite ne fait semblant que là où cela vaut encore la peine de maintenir la farce. Mais avec toi, ça ne vaut plus la peine. Parce que maintenant, vous ne voulez plus seulement identifier l'hypocrite. Vous ne voulez plus être un aimant pour lui. Je veux arrêter d'être une cible. Je veux devenir un miroir. Parce que le miroir n'attaque pas, mais force l'autre à se voir lui-même. Et c'est pourquoi les faux disparaissent devant ceux qui voient clairement. Car leur lucidité les confronte plus que n'importe quelle accusation. Votre sérénité les démantèle. Leur absence émotionnelle les désarme. Et tout cela ne vient pas de la haine. Cela vient de la décision de ne plus être naïf, pour se protéger sans se renfermer, couper sans culpabiliser, pour riposter avec dignité, vivre dans un endroit où la vérité n'a pas besoin de défense, parce qu'elle s'affirme. Et peut-être qu'à partir de maintenant, vous commencerez à réaliser que chaque trahison que vous avez vécue était une invitation pour vous à développer ce genre de force. Mais que se passerait-il si cette force, désormais éveillée, pouvait également être utilisée pour grandir, diriger et construire de véritables relations, sans peur, sans déguisement, sans jeu, parce qu'une fois que vous avez appris à gérer les faux, il est temps d'apprendre à attirer les vrais.